AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour Jean-Marie. Alors, s'engager contre le harcèlement scolaire. En France, 10% des élèves sont victimes de harcèlement à l'école et 1 jeune sur 10 a déjà affronté le harcèlement en ligne. Près de 2 élèves par classe sont concernés selon le ministère de l'Éducation. Ce fléau touche toutes les catégories sociales et géographiques et il est devenu un problème majeur, destructeur. Le harcèlement, c'est une source d'angoisse quotidienne pour 23% des enfants. Il affecte particulièrement les filles de 12 à 15 ans. Plus de 29% d'entre elles disent subir du cyberharcèlement. Vécu comme un calvaire, ces violences détruisent le sentiment de sécurité des jeunes, minent leur confiance et les rendent méfiants face à l'avenir. Les conséquences, détresse psychologique, anxiété, dépression, tentative de suicide. Et si 80% des parents ont parlé harcèlement avec leurs enfants, les mesures de prévention dans les écoles restent insuffisantes. Pour répondre à cette urgence, la ministre de l'Éducation s'engage. Généralisation d'un questionnaire anonyme de détection du harcèlement, intégration systématique de cours d'empathie dans les écoles. Des mesures nécessaires face à l'ampleur du problème. En septembre dernier, l'association ASMAE a publié le baromètre de la confiance des enfants. Et si 87% des jeunes de 8 à 15 ans expriment de fortes craintes, 99% d'entre eux disent accorder une très grande confiance à leurs parents et aux figures d'autorité, enseignants, infirmiers, animateurs. Ces chiffres suggèrent combien il est vital de prendre au sérieux la parole des enfants. Écoutés et soutenus, ils se sentent en sécurité, capables de partager leurs préoccupations, leurs détresses et de signaler des situations de harcèlement. Ce lien de confiance, fragile, est notre meilleure arme pour agir. Car le silence, vous le savez tous, isole. Les enfants harcelés, en intériorisant leur peur, sont encore plus vulnérables face aux harceleurs qui sont en France 3 fois plus nombreux que les enfants harcelés. Après des décennies de silence, la lutte contre le harcèlement devient enfin une priorité politique. Emmanuel Macron promet qu'en 2027, tout le personnel éducatif sera formé pour mieux accompagner et protéger les élèves. Espérons qu'ils tiennent cet engagement. L'Europe promet également que dès 2025, un signaleur de confiance pourra notifier les contenus de cyberharcèlement aux plateformes et permettre leur retrait immédiat. S'engager contre le harcèlement, c'est s'engager pour façonner un avenir où nos enfants pourront grandir libres et sereins. Bonjour Adrien. Bonjour Muriel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous dirigez depuis 2020 l'association ASMAE, qui a été fondée par Sœur Emmanuelle et qui est active dans la protection de l'enfance depuis 1980. Alors, pour nos auditeurs, vous voulez bien nous rappeler les missions et les valeurs fondatrices de l'association ? Alors, l'association, elle a été créée dans le sillage de Sœur Emmanuelle pour apporter éducation, protection aux enfants des communautés les plus vulnérables. L'association, elle est née en Égypte, dans le quartier du Caire, où Sœur Emmanuelle a passé sa retraite. Et elle est tombée amoureuse de cette communauté des chiffonniers, dans laquelle elle a vécu des grands moments de bonheur, mais où elle a aussi été confrontée à une injustice terrible, qui était de voir des enfants naître, grandir, parfois mourir dans des conditions d'insalubrité et d'exclusion sociale très fortes. Et donc ça a nourri sa révolte personnelle qui existait déjà pour lutter contre les injustices faites aux enfants. Et donc elle a décidé de créer ASMAE pour rendre plus fort ce combat que elle a mené au Caire avec les enfants. Donc aujourd'hui, ASMAE, en 2024, c'est 75 000 enfants qui bénéficient de nos actions dans 8 pays dans le monde et en France. Et c'est 45 associations partenaires et 22 000 donateurs. Alors, Sœur Emmanuelle, c'est une figure emblématique en France, une personnalité préférée des Français. Est-ce que son héritage est toujours très présent dans votre travail aujourd'hui ? Il est très présent au travers du combat non négociable, qui est l'éducation, la protection des enfants, en France, à l'international. Donc, si vous voulez, le mandat de l'association, ce pourquoi elle est née, est directement lié à Sœur Emmanuelle. Il y a d'autres choses aujourd'hui que on continue à respecter, à développer dans sa volonté. La dimension laïque de l'association, puisque, évidemment, elle était religieuse, mais pour elle, il n'était pas question de savoir si un enfant, il est chrétien, il est musulman, ou il est d'une autre religion, il est une religion ou pas de religion. C'est un enfant. Et donc la priorité, c'est de répondre aux besoins fondamentaux et de garantir les droits des enfants. Donc ça, aujourd'hui, ça fait partie des activités, des actions et des valeurs d'ASMAE, de se dire, est-ce qu'un enfant,
il est en souffrance dans un pays ami de la France? Est-ce qu'il est en souffrance de telle ou telle communauté? C'est pas le sujet. Pour nous, c'est de savoir quels sont ses besoins et de l'aider à accéder à une vie décente, à son plein épanouissement, éducation et protection. Alors, depuis 10 ans, revenons un peu en France. En France, depuis 10 ans, vous avez mis en place le programme YALA pour les droits de l'enfant et le YALA Tour. C'est 40 000, si je ne me trompe pas, enfants bénéficiaires. Quels sont les objectifs de cette initiative du YALA Tour ? L'objectif du YALA Tour, c'est d'aller en gros, là, entre novembre et décembre, d'aller à la rencontre d'une vingtaine d'établissements scolaires. On va rencontrer 5000 enfants, un peu partout en France, dans des grandes villes, mais pas exclusivement, pour les sensibiliser à la question du harcèlement scolaire, qui est directement lié aux droits des enfants, à la protection. Donc, on va dans des classes, on est invité par les établissements publics, privés, primaires, collèges principalement. Et donc, on a des jeunes en service civique qu'on a formés, qui sont devenus des experts sur les droits de l'enfant et des questions de harcèlement. Et on va à la rencontre des élèves pour les aider à comprendre comment les situations de harcèlement et de cyberharcèlement peuvent arriver, créer du dialogue, parce que le principal problème pour les enfants qui sont victimes de harcèlement ou de cyberharcèlement, c'est l'isolement, c'est le silence. Donc l'objectif, c'est de créer du dialogue autour de ces sujets-là, directement en classe avec les enfants. Avec des ateliers pédagogiques, c'est quoi les méthodes de l'association? Comment ça se passe sur le terrain concrètement? J'étais la semaine dernière à Boissy-Saint-Léger, dans une salle de classe. Alors, notre intervenante, qui est une jeune et qui parle à d'autres jeunes, et c'est ça qui fonctionne, ça crée de la confiance pour le dialogue. D'abord, elle passe des images qui ont été conçues par Asmae sous forme de BD, qui mettent en scène des situations, chronologiquement, de situations plutôt neutres, qui vont à des scènes objectivement de harcèlement. Et donc, on montre ces images aux enfants. On leur demande « Qu'est-ce que vous voyez ?» Et donc là, très spontanément, les enfants commencent à participer. Ils lèvent la main. Ah, bah là, il y a une fille, les autres la montrent du doigt. Et puis, la fille, elle a l'air un petit peu triste. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a d'autres enfants? On invite les enfants à déchiffrer des images et des situations de manière à créer ce dialogue et petit à petit de leur montrer que dans des situations de harcèlement, c'est pas tout blanc ou tout rose. Il y a des enfants harcelés, des enfants harceleurs qui souvent ont été eux-mêmes victimes de harcèlement. Et puis il y a ce qu'on appelle les renforçateurs passifs, c'est-à-dire des enfants qui sont ni harceleurs ni harcelés, mais qui contribuent à cet environnement favorable au harcèlement. Par exemple, avec des sourires, par exemple, en prenant une photo dans une situation délicate, etc. Donc, petit à petit, on amène les enfants à se dire, et parfois à se reconnaître, dans la peau du harcelé, du harceleur, du témoin passif, et à prendre conscience du fait que, malgré eux, parfois, et sans le savoir, ils jouent un de ces rôles-là. Et depuis 10 ans, est-ce que vous avez l'impression, la conscience que les enfants ont davantage assimilé ces notions de harcèlement? Est-ce qu'ils ont changé par rapport à... non, pas forcément, parce que vous voyez chaque fois des enfants nouveaux. Vous les suivez de classe en classe, ou on peut constater une évolution dans leur compréhension des situations auxquelles ils sont confrontés? C'est très difficile de les suivre, comme vous le dites, de classe en classe. Ce que l'on voit, c'est que... Alors, il y a de plus en plus de cas, mais... Ce qui est bien, c'est que les paroles se délient. C'est comme les violences sexuelles faites aux enfants. Le nombre de cas augmente, donc c'est préoccupant. Mais ce qui est positif, c'est que on en parle. C'est que les enfants s'expriment. Donc c'est difficile de suivre. Et puis tout le monde a des chiffres très différents sur le harcèlement, entre l'éducation nationale, les associations. Et on connaît ça, les chiffres sont jamais les mêmes. C'est compliqué. En fonction des provenances. Donc l'évolution du nombre de phénomènes de harcèlement, c'est difficile à suivre. En revanche, ce qui fonctionne bien, c'est de libérer la parole. Et donc là, toutes les initiatives sont bonnes. Et on est nombreux à travailler sur ce sujet-là. À commencer par les professeurs dans les classes, les différentes associations qui interviennent dans l'école, les initiatives des pouvoirs publics, le travail que mène par exemple Asmae directement dans les classes. Et ce qu'on voit de positif, c'est que le phénomène est connu, il est identifié et on commence à savoir un peu déconstruire et prendre en charge des situations de harcèlement. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui nous écoutent pour identifier ces situations où leurs enfants pourraient être des enfants harcelés, ou même des parents qui pourraient avoir des enfants harceleurs et qui n'ont pas identifié ce problème? C'est quoi votre conseil?
Je dirais que ce sont honnêtement des conseils de bon sens. Il faut d'abord s'intéresser à ses enfants, parce que si vous partagez peu de choses avec vos enfants et qu'un soir vous les regardez dans le blanc des yeux au dîner en leur disant est-ce que tu es harcelé ou est-ce que tu as été harcelé, ça marchera pas. Il faut s'intéresser aux enfants, il faut partager des choses avec eux, y compris sur des terrains qui sont parfois pas les nôtres. Il y a beaucoup de parents qui considèrent que le temps passé par les enfants sur les smartphones, sur les jeux vidéo, c'est du temps qui ne les concerne pas. Erreur, parce que le problème, je le disais tout à l'heure, c'est le silence, c'est l'isolement des enfants. Et pour que les enfants puissent s'exprimer en confiance auprès de leurs parents sur des questions de harcèlement, il faut un terrain de dialogue. Pour qu'il y ait un terrain de dialogue, il faut que les parents passent du temps avec leurs enfants. Il faut qu'ils les écoutent. Il faut qu'ils s'intéressent peut-être à TikTok si ça ne les intéresse pas, ou à tel jeu vidéo si ça ne les intéresse pas. Mais c'est créer les relations du dialogue et de la confiance. Est-ce qu'il pourrait s'intéresser au harcelomètre que vous avez créé? On le trouve où, ce harcelomètre? Moi, je l'ai cherché, il m'intéresse. J'en ai apporté un pour vous l'offrir. Génial, super. Alors, le harcelomètre, on le distribue dans toutes les salles de classe. Donc, on va en distribuer 5000 là pendant notre tournée. Il est disponible sur notre site internet asmae.fr. Et puis les parents, il y a tout un tas de sources d'informations qui existent maintenant. Il y a des initiatives du CNED, il y a des ressources pédagogiques qui sont mises à disposition par plein d'associations qui font un travail remarquable sur la question du harcèlement. Donc le CNED, l'Éducation nationale. Alors une des mesures qui ont été annoncées par le ministère de l'Éducation nationale, c'est faire en sorte que le harceleur et non la victime quitte l'établissement. Vous partagez cette vision du traitement de la situation du harcèlement? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il nous semble que c'est dans l'ordre des choses de se dire que c'est l'enfant harceleur qui doit quitter l'établissement. Et que l'enfant harcelé, qui vit déjà un traumatisme du fait de ce harcèlement, n'a pas en plus un effet d'exclusion, de devoir changer d'établissement, d'une part. D'autre part, j'entends alors un petit conseil aux parents. Vous disiez qu'est-ce qu'on peut leur dire aux parents? Si vous avez un enfant qui est victime de harcèlement, c'est pas forcément une bonne idée de couper tous ces réseaux sociaux, parce que en plus d'avoir été harcelé et de vivre cette situation dans laquelle les enfants culpabilisent souvent, il va se retrouver aussi isolé. Donc le fait que ce soit plutôt le harceleur qui change d'établissement, ça va dans le bon sens, mais ça ne change pas le problème. Ça le déplace. Ce qu'il faut, c'est accompagner les enfants victimes de harcèlement, c'est accompagner les enfants harceleurs. Je dirais même, idéalement, si les conditions sont réunies, amener ces enfants à dialoguer, à se rencontrer, et permettre à l'enfant harceleur de comprendre ce que vit l'enfant harcelé. Parce que bien souvent, ces enfants ne sont pas méchants, ils n'ont pas conscience du mal qu'ils causent à leurs camarades. Alors vous avez vous venez de publier le baromètre de la confiance des enfants. Pourquoi ce baromètre? En quoi est-ce qu'il est utile pour vous et peut-être utile pour la société? Alors on parle beaucoup des enfants. Oui. Et ce qui est important, c'est de leur donner la parole aussi. Ça fait partie des droits de l'enfant, le droit à la participation et le droit à l'expression. Donc nous, on a souhaité mettre ce droit en application. On a fait ce baromètre de la confiance des enfants avec l'Institut Odoxa. On a interrogé 800 enfants en leur demandant est-ce qu'ils ont confiance en l'avenir et qu'est-ce qui les préoccupe. Le côté positif, c'est qu'il y a plus de 80% des enfants qui ont confiance dans l'avenir. Ça veut dire qu'ils se projettent positivement dans l'avenir. Ils ont confiance dans leur environnement. Leur environnement, c'est quoi? C'est leurs parents, c'est leurs instituteurs, c'est la vie et la société qui les entoure. Donc ça, c'est positif. Attention, ça veut quand même aussi dire qu'il y a 20% qui n'ont pas confiance. Et on voit que dans ce baromètre, que les enfants victimes de harcèlement ont 2 fois moins confiance en l'avenir que les enfants harcelés. Ça montre l'empreinte forte et durable que cette expérience laisse dans la tête et dans le cœur des enfants, et dans leur psychisme. Donc il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que globalement les enfants en France se projettent positivement dans l'avenir. Et alors, cette initiative qui vient d'arriver il y a quelques temps, très peu de temps d'ailleurs, l'initiative de Gabriel Attal avec son association Faire Face, qui souhaite mobiliser parents et entreprises pour lutter contre le harcèlement scolaire. Vous en pensez quoi? Vous trouvez que ça participe de la sensibilisation, de l'éducation, que plus il y a d'initiatives, mieux c'est? Toutes les initiatives sont bonnes. On est très très loin de répondre aux problèmes. Ouais. Si on se dit qu'il y a 23% des enfants dans les classes de France et de Navarre qui sont confrontés à la question du harcèlement, qu'un ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Éducation,
mettre son poids politique, sa capacité d'influence au service de ce combat-là, c'est très bien. Je crois qu'il est au début de l'histoire sur cette association. Les intentions sont bonnes, il faut voir comment ça va se mettre en place. Mais en tout cas, plus on sera nombreux à agir sur ce sujet-là, mieux ce sera. Un point d'attention, il faut s'assurer qu'on ne crée pas une sur-offre pour les établissements scolaires et les parents dans certains territoires, et que dans d'autres territoires, il ne se passe rien. Et c'est ça finalement le challenge, mettre des ressources pédagogiques et des outils à disposition de l'éducation nationale et des parents, c'est une très bonne étape. Mais ça remplace pas le fait d'être dans des salles de classe pour parler des cas concrets. Donc et pour vous joindre alors, Adrien, on fait comment Pour nous joindre ? Oui, pour vous joindre, vous rejoindre, vous soutenir. Alors pour nous rejoindre sur la question du harcèlement, si des professeurs, des chefs d'établissement sont intéressés, ils peuvent nous contacter. Toutes les informations pour avoir des interventions sur le harcèlement sont sur notre site internet asmae.fr. Pour nous rejoindre, nous soutenir, je dirais que ce dont on a le plus besoin, c'est d'argent. Là, je fais un peu ma sœur Emmanuelle qui allait partout en disant « Mais vous croyez quoi ? On a besoin de financement pour aller intervenir dans les classes, etc. » Donc ça c'est le nerf de la guerre, c'est extrêmement important. Et puis ensuite, s'il y a des jeunes qui veulent s'engager sur ces sujets-là, ils peuvent candidater pour faire un service civique chez Asmae, aller dans les salles de classe, rencontrer les enfants et lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Merci beaucoup Adrien pour toutes ces informations, et on fait un petit appel à l'État à arrêter de diminuer les budgets des associations, parce que sans cela elles n'ont plus de ressources et ne peuvent plus aider, en l'occurrence les enfants. Et vous m'avez alerté sur le fait que le budget de l'aide au développement, le budget de l'aide publique au développement était en train de diminuer, et que ça allait peut-être mettre 20 000 enfants sur le carreau, on va dire ça comme ça, 20 000 enfants que vous ne pourrez plus soutenir. On a une inquiétude très forte avec le projet de loi de finances actuel qui prévoit de baisser potentiellement de plus de 30% les crédits liés à l'aide publique au développement. Pour une association comme Asmae, ça veut dire potentiellement en 2025, 20 000 enfants qui ne sont plus soutenus. Et de quels enfants est-ce qu'on parle ? On parle d'enfants au Liban qui sont déplacés internes et qui ont fui les bombardements. On se parle d'enfants au Burkina Faso qui ont fui des villages pour ne pas être massacrés et qui sont réfugiés dans des zones dans lesquelles il faut les nourrir, il faut les protéger, il faut leur donner un accès à l'éducation. On se parle d'enfants qui vivent dans la rue aux Philippines. C'est-à-dire que notre inquiétude, c'est que baisser l'aide publique au développement, c'est un mauvais calcul. D'abord, c'est pas un calcul digne, c'est pas un calcul j'ai envie de dire tenable sur le plan humain et humaniste, d'une part, et d'autre part, si on veut que les personnes vivent bien dans leur pays, soient heureux et s'épanouissent dans leur pays, eh bien, il faut les aider à se développer et à développer leur pays. Voilà. Donc, l'aide publique au développement a déjà eu un coup de rabot très important en 2024. Malheureusement, le projet de loi de finances n'est pas du tout encourageant pour 2025. Et donc, les associations se mobilisent. D'ailleurs, le 19 novembre, c'est pas une tradition des ONG, des associations, d'aller dans la rue pour faire entendre leur voix. Le 19 novembre, tout le monde est dans la rue, oui, je sais. Mais on va le faire le 19 novembre pour dire au pouvoir public, simplement, tenez vos engagements. Puisqu'en 2021... Emmanuel Macron s'est engagé à ce que 0,7% du produit national brut aille à l'aide publique au développement. L'État ne tient pas ses engagements et on souhaite lui rappeler ses engagements. Merci beaucoup, Adrien. Merci à vous. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGEPI, association d'assurés engagés et responsables.